toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'intitulé du projet de loi que nous examinons aujourd'hui montre, s'il en était besoin, que la notion d'égalité réelle vise avant tout le développement économique et social. Je ne doute pas un instant que cet objectif soit unanimement partagé dans cet hémicycle. Le gouvernement a choisi, avec ce projet de loi, la voie de l'égalité qui honore la gauche, même si la différenciation, ne l'oublions pas, demeure une autre voie tout aussi respectable. Pour ma part, je ne peux m'empêcher à ce stade de nos débats de souligner que le développement socio-économique dans nos territoires ultramarins me semble indissociable du bon fonctionnement de nos institutions locales. Je regrette donc que ce projet de loi qui poursuit l'objectif de l'égalité réelle sur l'ensemble du territoire français ait négligé l'aspect institutionnel au profit exclusif de l'aspect socio-économique. Puisqu'en matière de politique publique économique, nous savons pertinemment tous très bien, en tant que responsables publics locaux, combien les institutions locales jouent également un rôle déterminant. Nous voyons bien à travers ce texte combien les besoins de chaque collectivité peuvent être divers et combien l'adaptation montre d'une certaine manière ses limites lorsqu'il s'agit d'atteindre la réalité locale au plus près. En effet, je m'interroge sur le fait de savoir si la diversification des statuts institutionnels dans nos outre-mer ne nuit pas in fine à l'objectif affiché d'égalité. Autrement dit, n'avons-nous pas intérêt à lisser la spécificité législative de nos outre-mer pour l'ensemble de nos territoires ultramarins, exception faite pour la Nouvelle-Calédonie, et promouvoir de façon unifiée et simplifiée l'application de l'article 74 de la Constitution. Au minimum, il ne doit pas être tabou de dire que l'identité législative peut, dans certains cas, être un plafond de verre indépassable pour l'adaptation. En effet, la diversité des situations ultramarines, on le voit, conduit à une adaptation permanente des textes, notamment souvent par ordonnance. Et la récente loi d'actualisation du droit outre-mer, qui a constitué une avancée qui, je l'espère, se répétera dans le temps, révèle également la nécessité de l'ajustement de façon régulière dans nos territoires. Ceci dit, il reste que ce texte revêt à mes yeux une autre avancée majeure pour le débat institutionnel que j'appelle de mes vœux en Guadeloupe en particulier. Il montre sans ambiguïté que la République n'abandonne pas ses collectivités, qu'elles soient régies par l'article 73-74 de la Constitution, et cela me semble essentiel. Essentiel parce que trop souvent, le débat sur les institutions a été limité, sinon empêché par l'agitation du risque d'abandon de la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, lors de son discours prononcé le 12 mars 1946 devant l'Assemblée nationale, Aimé Césaire déclare « L'intégration réclamée ne constituerait une improvisation. Ce serait l'aboutissement normal d'un processus historique et la conclusion logique d'une doctrine. La loi de départementalisation a constitué une étape fondamentale sur le long chemin de l'égalité. C'est l'article 73 de la Constitution de 1946 qui posa le principe de l'identité de régime entre les DOM et les départements métropolitains. Mais dans les faits, il a fallu obtenir au cas par cas, non sans difficulté, l'application de certains nombres de mesures d'égalisation. 7 décennies plus tard, le bilan est insatisfaisant. Les Outre-mer accusent de sérieux différentiels si l'on se réfère aux indicateurs de développement humain. Le PIB représentait en 2012, en moyenne, 62% du niveau de l'Hexagone. Les taux de chômage des jeunes, selon l'enquête emploi 2013, se situent entre 37,4% à Mayotte, 60,6% à La Réunion et 68,2% en Martinique, alors qu'il est jugé alarmant à 24,6% dans l'Hexagone. En 2013, 46% des foyers allocataires ultramarins dépendent complètement des prestations versées par les caisses d'allocation familiale et pour vivre, 19% dans l'Hexagone. Le taux de pauvreté est entre 3 et 4 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Le déficit de logement et l'importance de l'habitat insalubre. L'illettrisme touche proportionnellement 2 fois plus de personnes que dans l'Hexagone, 14% contre 7%. Ces éléments, entre autres, légitiment l'ambition du président de la République et du gouvernement conscient que l'égalité réelle reste encore à construire. Je me félicite donc
de l'examen de ce projet de loi qui traduit la détermination du gouvernement d'atteindre sur une génération une égalité des chances pour les ultramarins et d'apporter des réponses aux enjeux auxquels l'outre-mer demeure confronté en dépit des avancées enregistrées. Tout autant que l'égalité sociale, l'égalité réelle au niveau économique s'impose. Il convient de réussir ce challenge. C'est à ce prix que l'outre-mer pourra accéder à des modèles propres de développement, générant des formes de croissance créatrices d'emplois et par là de sérénité sociale, même sociétale. La mise en place des plans de convergence co-construits, relayés par des contrats de convergence à la dimension opérationnelle, devrait autoriser des avancées déterminantes sur la voie d'un développement durable autonome. Ils devront fédérer les instruments de planification déjà existants, contrats de plan État-région, programme opérationnel européen. La réussite de cette démarche ambitieuse nous permettra de concrétiser le vœu d'Aimé Césaire de l'établissement d'une fraternité agissante au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Pas question pour moi ce soir de rentrer dans un débat sémantique sur la notion d'égalité réelle, 70 ans après la départementalisation, et en ce sens, je rejoins mes collègues Cornano et Desplan qui ont déjà expliqué et repris à leur compte Aimé Césaire sur le sens que l'égalité est ou n'est pas. Dans nos territoires, que l'on évoque souvent comme des économies de comptoir ou des économies de transfert, c'est bien souvent en descendant dans la rue que nous avons obtenu des choses. Car il faut le dire, en Guyane, la paix sociale s'achète pourvu que la fusée parte à l'heure. Pour autant, ce texte nous donne une occasion unique de parler de nos territoires et de dessiner leur avenir. Vous le savez, ce texte est le fruit d'un rapport, celui de Victorin Lurel, dressant une énième fois un constat alarmant. Et si je suis un historien attaché aux dates, je suis aussi un pragmatique qui aime les faits et les chiffres. Ceux-ci sont têtus et leur réalité déplorable. Les écarts de PIB par habitant vont de 15 à 75% selon les zones. Et il ne s'agit là que du PIB, mais nous le savons, la liste des inégalités est longue. Elles nous sont insupportables dès qu'il s'agit d'accès aux services publics, aux soins de qualité, à l'emploi, à l'énergie, au logement, encore à l'éducation. Rappelant qu'en Guyane, entre deux pas de tir de fusée, certains de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. C'est donc un défi de taille que nous avons ici, et il faut souligner le travail réalisé à l'Assemblée nationale a enrichi de manière significative le projet de loi. Dans nos débats, je vous proposerai de rectifier certaines anomalies qui subsistent sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Je pense à la rémunération des prêtres en Guyane imputée au budget de la collectivité territoriale de la Guyane. Je vous proposerai d'y mettre fin, car la séparation entre l'Église et l'État n'est pas arrivée, qui date de 1905, n'est pas arrivée dans notre territoire. Et c'est aussi cela l'égalité réelle, rétablir certains pans de droit dans nos territoires. Chers collègues, profitons de ce texte pour reposer les bases d'une relation de confiance entre l'État et ses outre-mer. Et je conclurai en rappelant les conseils précieux de Paul Vergès, citant Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance en l'avenir. Que ces mots et son engagement puissent nous inspirer ces prochains jours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais certainement me répéter, mais bon. Ce projet de loi repose sur les plans de convergence. Ceux-ci sont définis en concertation entre les collectivités locales et l'État. Pour leur mise en œuvre, le texte du gouvernement prévoyait dans son article 2 de mobiliser 3 dispositifs, l'expérimentation, possibilité ouverte à toutes les collectivités, quelle que soit leur implantation, et 2 autres dispositifs ouverts à certaines collectivités d'outre-mer, régis par l'article 73 de la Constitution. Ces possibilités sont d'une part l'adaptation des lois et d'autre part l'habilitation à rédiger des lois dans un champ très défini par la loi. Le texte de la Commission fait disparaître l'article 2 qui énumérait ces dispositifs. Je me permets de faire remarquer à mes collègues de la Commission des lois que leur analyse n'est pas tout à fait exacte. En effet, il est écrit dans le rapport, je cite, « L'État et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les régions et départements d'outre-mer de Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte » pourrait s'appuyer sur les 3 leviers institutionnels que sont le recours aux adaptations, aux expérimentations, aux habilitations,
prévues aux articles 37.1, 72 et 73 de la Constitution. Nos collègues de la commission des lois n'ont cependant pas tenu compte de l'alinéa 5 de l'article 73. Celui-ci exclut la réunion des possibilités d'adaptation et d'habilitation. La suppression pure et simple de la référence dans le texte de la Commission à ces leviers institutionnels que peuvent mobiliser les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ne saurait en rien changer la réalité constitutionnelle. La Réunion ne peut ni adapter ni des lois, ni rédiger des textes dans un domaine bien défini de compétences. Dès lors, elle part dans cette conquête de l'égalité réelle avec un handicap de taille. Handicap que rien ne saurait limiter en l'état actuel de la Constitution. La Réunion ne pourra donc utiliser que le dispositif d'expérimentation et chacun sait bien que tout ne peut être codifié par l'expérimentation. Comment pourra-t-elle répondre aux remarques, pertinentes d'ailleurs, exprimées par la Commission des lois, je cite, « la nécessité d'une approche adaptée tenant compte de la diversité des réalités des territoires ultramarins ». Je cite encore « la prise en compte des contraintes et les caractéristiques particulières de ces territoires, superficie, environnement, patrimoine culturel et naturel ». C'est le deuxième texte sur lequel le Sénat, et plus particulièrement sa commission des lois, écrit noir sur blanc ce que nous demandons depuis des années, la reconnaissance de notre réalité, de nos spécificités, de nos contraintes, mais aussi de nos atouts, avec les moyens législatifs adéquats. Une évolution heureuse sur le plan purement intellectuel, mais sur le plan constitutionnel, la Réunion est condamnée à rester dans le droit commun, à devoir subir les éléments d'une réglementation qui n'est pas faite pour elle et des lois qui ne peuvent apporter aucune réponse positive aux défis qu'elle rencontre. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.